À Pasadena, en Californie, un centre de la NASA est en charge des missions robotiques les plus ambitieuses de l'histoire spatiale. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du Jet Propulsion Laboratory, ou comment un terrain vague des années 30 a permis à l'humanité d'arpenter la surface de Mars. Nous sommes en 1934. Frank Malina, un Texan âgé de 22 ans et fraîchement diplômé en ingénierie mécanique, part étudier en Californie à l'éminente université Caltech de Pasadena. Inspiré par le professeur Theodore von Karman, il se joint à plusieurs camarades pour se pencher sur la création de fusées. Les étudiants, très complémentaires, sont au nombre de 5. Rudolf Schott, Apollo Smith, Frank Malina, Ed Foreman et Jack Parsons. Le projet, rattaché au GALSIT, est supervisé par von Karman. Sur un petit terrain non loin de leur université, Arroyo Seco, ils testent différentes combinaisons de produits pour générer une combustion et une poussée. Les essais sont peu concluants, mais ils ne désespèrent pas et sont encouragés par von Karman. Au fur et à mesure, plusieurs autres étudiants se joignent au projet, apportant chacun une contribution particulière. Tie Xuesen, d'origine chinoise, est un expert en calcul, et Sidney Weinbaum, un fin connaisseur de chimie. Ce groupe de jeunes étudiants, très proches des mouvances socialistes et communistes des années 30, finance par leurs propres dollars la conception et les essais de leurs moteurs à propulsion liquide ou solide, avec une sécurité plutôt relative. Les nombreuses explosions qui résulteront de leurs essais vont leur valoir un surnom: la Suicide Squad. Les années passent et les essais commencent à porter leurs fruits. Le financement et les moyens techniques sont minimaux, mais à la fin des années 1930, la perspective d'une nouvelle guerre mondiale se précise. L'armée américaine s'intéresse alors aux travaux de la Suicide Squad. Grâce à de petites fusées placées le long du fuselage d'un avion, il serait possible de lui fournir un surplus d'accélération au décollage. Cette technologie permet aux jeunes étudiants de financer leurs expérimentations sur les fusées. Le général Hap Arnold les embarque dans le projet JATO. Dans ce nom ne figure pas encore le terme fusée ou roquette, l'armée estimant que le terme jet serait plus à même de convaincre les décideurs financiers. Les essais sont d'abord menés sur un Aircoup à Marchfield, d'abord sur des tests statiques, puis un vrai vol, le 12 août 1941, avec Homer Boucher aux commandes. Le projet, tenu secret, est une véritable victoire pour les membres de la Suicide Squad qui émettent l'idée de produire leurs jatos de façon privée et de les vendre à l'armée. Ce sont les débuts de l'entreprise Aerojet, dirigée par von Karman et cofondée avec Parsons, Malina, Foreman et deux nouveaux venus, Martin Summerfield et Andrew Halley. Le capital d'alors est de $1 200. Ils s'établissent dans l'Arroyo Seco et les tranchées deviennent de véritables baraquements. Les financements de l'armée ne font qu'augmenter alors que l'entrée en guerre des États-Unis approche. Le 7 décembre 1941 survient l'attaque de la base de Pearl Harbor par les forces japonaises. Les États-Unis entrent en guerre. En avril 1942, les essais de JATO s'intensifient et l'équipe réussit ses tests sur un bombardier A-20A Havoc sur le lac salé de Rogers, l'ancêtre de la base d'essai d'Edwards en Californie. L'année qui suit, l'entreprise Aerojet, menée par Karman, déclare opérationnels les JATO 20 AL-1000 qui seront ensuite déclinés en plusieurs versions et modernisés, équipant successivement des B-25, C-130 ou encore des Mirage 4. Pour ce groupe de jeunes communistes, l'idée de faire du profit, qui plus est en temps de guerre, n'est pas une fin en soi et les rebute quelque peu. Leur motivation réside dans le fait de faire progresser la science des fusées et aussi aider dans la lutte contre l'ennemi fasciste. La politique est d'ailleurs un élément central de cette histoire car au même moment, à Washington, un certain J. Edgar Hoover, à la tête du FBI, commence à enquêter sur les sympathisants de la mouvance communiste aux États-Unis.
et la Suicide Squad est vite identifiée comme des membres assez importants de la section de Pasadena. Sans le savoir, alors qu'ils servent leur pays, le gouvernement les espionne, eux et leurs familles. En parallèle, la Grande-Bretagne subit des attaques aériennes de l'Allemagne nazie par des engins tout nouveaux. Les V1, des bombes volantes, et les V2, premiers missiles balistiques de l'histoire. L'armée américaine va alors missionner Malina et son équipe pour concevoir une arme concurrente au V2. Plusieurs membres de l'équipe se rendent en Grande-Bretagne pour étudier les restes des missiles et planchent sur leur propre projet, le JPL-1. C'est ainsi que le terme JPL, Jet Propulsion Laboratory, est officialisé avec von Karman en directeur et Malina en directeur adjoint. Leur premier missile, dont la conception est supervisée par Tje Schuessen, est nommé le Private A, qui réalise son premier vol le 1er décembre 1944. La fusée sera ensuite modernisée, prenant le nom de Private F. Les fusées Private ne serviront qu'à valider le concept. Elles mèneront à la création des premières fusées sondes américaines, les WAC Corporal. Alors que la Seconde Guerre mondiale se termine, les activités se déclassifient et se clarifient également. Il ne faut pas oublier que depuis le début, les essais secrets de von Karman et son équipe sont financés par les militaires, avec le soutien administratif et en partie logistique de l'université Caltech, et ses membres dirigent une entreprise privée, Aerojet. Selon les accords du gouvernement avec Caltech, le désormais très officiel Jet Propulsion Laboratory devrait cesser ses activités militaires et être dissous dès la fin de la guerre. Pour autant, l'armée parvient à développer l'arme nucléaire et émet l'idée de concevoir des missiles balistiques pouvant emporter de telles charges. Von Karman va alors continuer le développement de fusées militaires avec l'Air Force et quitter le JPL, propulsant Malina au poste de directeur. Celui-ci va se consacrer à la réalisation des premières fusées sondes américaines, et donc pour un usage scientifique, les WAC Corporal et les Sergeant. Du côté militaire, von Karman et Tje Schuessen se rendront en Allemagne à la fin de la guerre afin de récupérer les V2 et des ingénieurs allemands, dont Werner von Braun, ce qui amènera à des recherches parallèles à celles du JPL, le programme des fusées Bumper. Alors qu'on entre dans la décennie 1950, la peur rouge, ou macartisme, marque le début d'une véritable chasse aux sorcières envers les sympathisants de l'idéologie communiste. Les membres originels de la Suicide Squad se retrouvent tous dans le viseur des autorités, en particulier de J. Edgar Hoover à la tête du FBI. Robert Oppenheimer, père de la bombe atomique, révèle lors de son célèbre procès que Malina assistait, mais organisait également des rassemblements socialistes et communistes chez lui. Ce dernier, qui a depuis quitté le JPL pour travailler à l'UNESCO à Paris, apprend que son pays natal arrête et persécute ses ex-camarades de Caltech. Hoover apprend même d'un informateur anonyme que Malina aurait transmis des informations sur la WAC Corporal aux Français. Déclaré fugitif, un mandat d'arrêt à son nom sur le bureau d'Hoover. Il quittera l'UNESCO pour se dédier à une carrière artistique dans sa maison de Boulogne-Billancourt, vivant de ses œuvres, mais surtout de ses actions chez Aerojet. C'est donc sur une histoire pleine de contradictions qu'est né le JPL. Un groupe d'étudiants brillants, réunis autour d'un grand objectif, des pacifistes au service de l'armée, et au final des communistes qui finiront millionnaires, Aerojet devenant une firme incontournable de l'aérospatiale. Après le départ de tous les membres originels du JPL, son rôle se précise. William Pickering prend la tête du centre en 1954. Ingénieur originaire de Caltech, ce qui n'est pas vraiment surprenant, il engage le JPL dans une collaboration avec l'US Army Ballistic Missile Agency, en charge de développer des missiles dotés de têtes nucléaires. Cette branche de l'armée est alors composée des équipes allemandes récupérées par l'opération Paperclip, dont Werner von Braun. L'objectif du projet est de tester s'il est possible de non seulement lancer un missile longue portée dans l'espace, mais surtout savoir si sa tête nucléaire peut survivre à la rentrée pour frapper sa cible. Sur ce projet, le Jet Propulsion Laboratory n'est en charge que du guidage et de la protection thermique de la tête du missile. En cela, le JPL est,
au milieu et jusqu'à la fin des années 50, encore très lié aux activités militaires américaines, au point que 2/3 de ses publications scientifiques sont classifiées. Le désir de Pickering et ses équipes est néanmoins de se concentrer à terme sur les projets scientifiques civils, et c'est en quelque sorte l'URSS qui va les y aider. Le 4 octobre 1957, le satellite Sputnik 1 est mis en orbite par l'Union soviétique. Les Russes sont désormais bien en avance sur le terrain de l'espace. Du côté américain, une sorte de course interne est lancée entre l'US Air Force et son projet de fusée toute américaine Vanguard et l'US Army avec les fusées très allemandes de von Braun. Face à l'échec retentissant de la Vanguard, l'urgence pousse le gouvernement américain à laisser une chance aux équipes de von Braun. Et là, c'est le JPL qui est missionné pour réaliser le premier satellite américain, Explorer 1. Perché sur un missile balistique Redstone conçu par les équipes de von Braun, ce petit satellite est muni de détecteurs de radiation, un instrument conçu au JPL par le scientifique de l'université de l'Iowa, Dr James Van Allen. C'est grâce à ce lancement, le 31 janvier 1958, qu'enfin, les États-Unis entrent de plein pied dans la course à l'espace, le JPL en fer de lance, littéralement. C'est aussi grâce à ce satellite que les scientifiques découvrent un ensemble de ceintures de radiation entourant la Terre, qui seront nommées assez logiquement ceintures de Van Allen. Il s'agit du premier haut fait spatial des États-Unis et on le doit au JPL. Lorsque quelques mois plus tard, la NACA devient la NASA, le Jet Propulsion Laboratory passe de l'autorité militaire à l'autorité civile. Concrètement, sa gestion est encore bicéphale. La NASA finance et a l'autorité sur le centre, mais Caltech reste en charge de sa gestion. Des petits baraquements des années 30, on passe à des bâtiments imposants sur 68 hectares. Afin de ne pas être en doublon avec d'autres centres de la NASA qui sont déjà en charge de la conception de fusées ou d'essais aéronautiques, le JPL reçoit la seule et unique mission de créer et gérer des missions d'exploration robotique. En soi, son nom, qui n'avait guère de sens quand elle testait des fusées et non des réacteurs, perd encore plus de sens. Le Jet Propulsion Laboratory garde tout de même son nom, qui, comme son lieu d'implantation, résonne comme un hommage aux pionniers qui lui ont donné vie. Les premières directives sont très claires. 1. Les vols de reconnaissance vers la Lune, les missions Ranger. 2. L'atterrissage de sondes sur la Lune, Surveyor. Et 3. Des sondes vers Vénus et Mars, Mariner. C'est un changement brutal pour les ingénieurs du JPL. Depuis leur début, ou presque, ils étaient habitués à des programmes longs de développement de fusées, c'est-à-dire construire, tester et améliorer en cas d'échec. Là, soudainement, il faut pouvoir construire une sonde et qu'elle marche du premier coup après un lancement violent, et ce au début de l'ère spatiale, mais qu'en plus elle survive à l'environnement hostile de l'espace et atteigne sa cible avec précision. Ce revirement de méthode va avoir une conséquence sur les 2 premiers programmes officiels de l'agence, Pioneer et Ranger. Pour Pioneer, il faudra attendre 12 échecs pour qu'enfin une sonde réussisse sa mission, et encore partiellement. Et pour Ranger, Ranger 1 et 2 seront détruites au lancement, Ranger 3 et 5 perdent le contact et ratent la Lune, et Ranger 4 perd le contact et se crache sur la Lune. Many of us had to go back and testify in front of Congress. Special committee set up to check on us. That was not a pleasant time. I think NASA was of a frame of mind that said maybe we ought to cancel this contract. But we persuaded them, give us a year before Ranger 6 and we will try and get all the bugs out of this thing. Ce n'est qu'à partir de Ranger 6 que le programme enregistre un succès, quoique partiel, quand la sonde impacte la Lune comme prévu, mais sans renvoyer la moindre image à cause d'un problème technique.
les missions Ranger suivantes, jusqu'à la fin du programme, seront un franc succès. Cela donnera naissance à une tradition particulière, les Lucky Peanuts. Au fil des décennies, le Jet Propulsion Laboratory a développé ses propres traditions, des petites habitudes qui incarnent l'esprit unique de l'institution. Parmi les plus célèbres, on trouve les Lucky Peanuts ou cacahuètes porte-bonheur. Cette pratique remonte aux années 60 lorsqu'un responsable de mission distribua des cacahuètes pendant le lancement de Ranger 7, la première sonde lunaire américaine à réussir sa mission. Après plusieurs échecs consécutifs, Ranger 7 fut un succès et les cacahuètes furent aussitôt adoptées comme un rituel porte-bonheur. Depuis, elles sont systématiquement présentes dans la salle de contrôle lors des moments critiques, comme les lancements ou les atterrissages. Les programmes démarrent donc assez mal et la NASA décide de serrer la vis face à, je cite, « une approche laxiste et anarchiste de la gestion de projet ». Il nomme de vrais professionnels à la gestion au JPL, à savoir Harris Schurmeier et Bob Parks pour le programme Ranger, qui vont appliquer un contrôle strict et une sorte de process à la conception et au contrôle qualité des sondes. D'abord, ils vont figer les designs, c'est-à-dire que même si la technologie évolue, une sonde ne subira aucune modification sur le plan d'origine. Ensuite, tout sera documenté, noté et contrôlé plusieurs fois. Ce changement drastique de gestion et ce cap clair feront que le programme Ranger sera mis sur les rails et le programme Mariner sera un franc succès, notamment Mariner 2, première sonde à survoler une autre planète, en l'occurrence Vénus, à 34 773 km de sa surface. Jumelle de Mariner 1, qui échoue dans son guidage à cause d'un simple trait sur un R, Mariner 2 n'emporte pas de caméra mais réussit à scanner Vénus lors de son passage en 1962, ramenant des données précieuses aux équipes du JPL et une victoire du spatial américain sur le soviétique. Les années suivantes, tandis que le spatial habité est toujours dominé par le bloc de l'Est, le spatial robotique se confirme comme le terrain de prédilection des Américains et, par conséquent, du JPL, puisque la sonde Mariner 4 parvient à survoler la planète Mars en 1965, un exploit sur lequel les Russes se cassent alors les dents depuis des années. En plus des sondes, le JPL développe aussi un immense réseau de communication autour du globe. Quand une sonde voyage dans l'espace, son signal radio voyage en ligne droite vers la Terre. Le problème, c'est que la Terre tourne sur elle-même. Le fait même que ce soit un globe fait que si on ne repose que sur une antenne, disons en Californie, elle ne pourra communiquer avec une sonde que lorsque la Californie sera tournée vers elle. Pour assurer une communication continue, il faut donc placer d'autres antennes et paraboles sur des points stratégiques de la Terre afin de servir de relais. C'est ainsi que dès le début des années 60, le JPL développe le Deep Space Network. Séparés de 120 degrés en longitude chacun, les trois sites de Goldstone en Californie, Madrid en Espagne et Canberra en Australie assurent une couverture globale des missions spatiales planétaires. En plus de la communication, les paraboles de chaque site ont des missions scientifiques, comme le Solar System Radar de Goldstone, le seul radar planétaire au monde. Ce réseau sera très utile pour les missions des décennies qui vont suivre et reste le moyen utilisé aujourd'hui par la NASA et ses partenaires pour communiquer avec les sondes, en plus du réseau ESTRAC européen et d'antennes chez les partenaires, notamment japonais. Un programme en particulier va avoir besoin du Deep Space Network, car il est crucial pour la NASA, Surveyor. Après le discours du président Kennedy en 1962, l'Amérique fait le pari de l'homme sur la Lune. Avant d'y poser des humains, il faut évidemment trouver des sites d'atterrissage peu risqués et scientifiquement intéressants, mais aussi déterminer de quoi est faite la surface. Car pour concevoir un module lunaire adéquat, il faut connaître la dureté du sol, la quantité de poussière, sa composition et bien d'autres paramètres. La NASA va donc sonder la Lune de deux façons. Les 5 sondes Lunar Orbiter, conçues par le centre de recherche de Langley,
vont, comme leur nom l'indique, tourner autour de la Lune pour la cartographier entièrement en très haute résolution. Pendant ce temps, au JPL, on conçoit les sondes Surveyor, construites par l'entreprise privée Hughes Aircraft. Dotées de pieds d'atterrissage, de caméras de télévision et d'instruments scientifiques, elles auront la lourde tâche de se poser sur la Lune. After kind of an initial adjustment period, I think everybody turned to and began to recognize the importance of Surveyor, and certainly the importance that NASA placed on Surveyor as being the precursor for Apollo. It just couldn't afford to fail. On l'a vu précédemment, les États-Unis et l'Union soviétique sont également en compétition dans le domaine des sondes. C'est les Russes qui réalisent l'exploit de réaliser le premier atterrissage sur la Lune avec leur sonde Luna 9 en février 1966. Surveyor 1, qui décolle seulement quelques mois plus tard, obtient la médaille d'argent tout de même. Première sonde du programme, avec un freinage ultra puissant et l'ignorance totale du terrain qu'elle va rencontrer, elle réussit tout de même à se poser sur la Lune sans encombre. Elle prendra 11 240 photos, en plus de révéler la vraie nature du terrain lunaire, ouvrant la voie à d'autres surveilleurs et plus tard aux missions Apollo. D'ailleurs, lors de la mission Apollo 12, les astronautes Pete Conrad et Alan Bean réussiront un atterrissage de précision qui leur permettra de rejoindre à pied la sonde Surveyor 3, lancée 2 ans et demi plus tôt. They said, look, we've got to demonstrate and develop capability to land exactly where we want to, and that's the job they gave us. And they said, well, how are we going to know if we really landed there? Well, let's pick some place that's got something there that doesn't look like all the rest of the craters on the moon. Ils ramèneront notamment sur Terre la caméra de la sonde, qui permettra d'étudier l'évolution des matériaux à la surface de la Lune après une longue exposition à cet environnement. Then we looked around for other things that we could get, and of course the scoop was right there. They didn't ask us to bring it back, but it looked pretty tempting. Le programme se terminera avec Surveyor 7 en 1968, quelques mois avant les premiers survols habités de la Lune, marquant une réussite des missions de reconnaissance permises par les équipes du JPL. En 1971, alors que le programme Apollo est sur le point de se terminer et que le grand public ne voit plus aucun intérêt dans le spatial, une sonde est pourtant sur le point de marquer l'histoire. Le 14 octobre 1971, la sonde Mariner 9 devient le premier objet humain à orbiter une autre planète. Elle se place autour de Mars et va réaliser le travail inédit de cartographie précise de 85% de la planète rouge. De plus, elle bat de 2 semaines seulement la sonde soviétique Mars 2, qui réussit également à se mettre en orbite autour de Mars, mais largue aussi un atterrisseur qui, bien qu'il s'écrase, devient le premier objet humain à toucher la surface. Mariner 10, elle, devient la première sonde à réaliser une assistance gravitationnelle d'une planète pour l'envoyer vers une autre. Cet effet de fronde, utilisé en 1974 pour passer de Vénus à Mercure, lui économise un carburant précieux tout en multipliant les études scientifiques. Elle est la première sonde à survoler Mercure, une cible extrêmement compliquée à atteindre et demandant une fiabilité technique à toute épreuve, si près du Soleil, et elle le fera même à 3 reprises. C'est une véritable démonstration du potentiel des assistances gravitationnelles, mais aussi des possibilités de réaliser des missions de longue durée. Et c'est dans ce domaine que le JPL va exceller dans les années et décennies à venir. Pendant ce temps, la course robotique se joue autour de Mars pour savoir qui des États-Unis ou de l'Union soviétique parviendra à se poser en douceur à la surface. The Viking lander is a superbly instrumented and designed machine. It extends human capabilities to other and alien landscapes. Le 20 juillet 1976, c'est le JPL qui revendique cette victoire avec l'atterrissage en douceur de Viking 1 sur la surface martienne. C'est un réel défi qui vient d'être relevé,
car contrairement aux sondes lunaires Surveyor, les États-Unis ont réussi du premier coup à dompter une atmosphère extraterrestre avec une capsule protectrice et des parachutes pour l'atterrisseur. We knew it had sent the message. It had survived at least momentarily, but then we had to wait 40 minutes for the orbiter to play, return to the Earth, and play the lander data back. He or she will never forget sitting with that television right in front of him and watching as the first lines came down. It came down line by line by line. Oh, Lamar, you rocks. Oh, that's beautiful. The first photograph that a human being has ever seen from the surface of another planet. Yeah, I was supposed to say something at this point. I just don't feel like talking. It's just incredible to see that the Mars, is really there. And we all, 5 billion people on the planet Earth, saw Mars for the very first time. 7 ans jour pour jour après les premiers pas des humains sur la Lune, le JPL rend hommage à cet événement phare du XXe siècle, avec comme première photo celle du pied de Viking 1 dans Chryse Planitia. Tandis que l'orbiteur photographie la planète, l'atterrisseur d'à peine 600 kg et de la taille d'une citadine photographie son environnement, assez sablonneux et rempli de grosses roches. Il est également équipé d'une station météorologique pour enregistrer la météo martienne, ses vents, son humidité et sa température, mais aussi et surtout un bras muni d'un godet qui, à l'instar des sondes Surveyor sur la Lune, lui permettent de récolter le premier échantillon de sol martien. Cette analyse de sol ne décèlera aucune trace biologique, mais le 25 juillet 1976, l'orbiteur de Viking 1, qui observe la planète à la recherche d'un bon lieu d'atterrissage pour la sonde suivante, va prendre une photo qui va donner bien plus de crédit à la thèse de la vie sur Mars et totalement éclipser les analyses scientifiques du sol, une photo en noir et blanc de Cydonia Mensae, une montagne à l'étrange forme de visage. Cette forme, qui n'émeut aujourd'hui que les partisans des théories extraterrestres et les œuvres de science-fiction comme Mission to Mars ou Starfield, sera un des nombreux exemples de pareidolie, ces effets psychologiques qui nous font voir certaines choses dans des formations naturelles. We didn't know then what we know now, which is how tough it really is to land on Mars. And the other thing we didn't know is that we were surrounded by the best and brightest engineers you could possibly find. The best and brightest from Martin Marietta, the prime contractor who built the lander. The best and brightest from the Jet Propulsion Laboratory, who built the orbiters. The best and brightest NASA had at NASA Langley and other places. They ran the mission. But mostly, we had become a team. And so later on in life, we would look at each other and we'd say, my gosh, weren't the people on that project smart? And we didn't realize that this had all been orchestrated for us. « 1976 est une année importante pour le JPL. Son directeur, William Pickering, qui l'a dirigé pendant 22 ans, va laisser sa place. Depuis sa prise de poste en 1954, beaucoup s'est passé. Le centre a quadruplé en taille et en personnel et les missions sont fiables et de plus en plus ambitieuses. Il est clair qu'il sera difficile à remplacer, surtout dans une période de changement politique, avec les élections présidentielles américaines, la période de détente entre les deux grands blocs américains et soviétiques, et un spatial habité passant d'Apollo à la future navette spatiale et les stations en orbite basse. Comme pour Pickering, le successeur est un professeur de Caltech, Bruce Murray, professeur de géologie. Vu comme une sorte de visionnaire pessimiste, il a comme directive de privilégier une approche étape par étape en plusieurs missions, plutôt que de grandes missions ambitieuses et marquantes. Malgré cela, sous son règne va avoir lieu la double mission la plus fascinante de l'histoire du JPL. En 1977, 2 sondes révolutionnaires vont quitter la Terre à quelques semaines d'intervalle. Leur nom, Voyager 1 et Voyager 2.
Leur mission est de profiter d'un alignement planétaire rare pour explorer Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Les ingénieurs du JPL exploitent ainsi au maximum la technique de l'assistance gravitationnelle pour les plans de vol, mais aussi une rigueur exceptionnelle dans la conception des sondes. En effet, elles doivent être capables de tenir des années dans l'espace interplanétaire, de communiquer avec la Terre depuis les confins du système solaire, mais aussi de s'auto-diagnostiquer, de s'entretenir elles-mêmes et de recevoir des mises à jour de leur code pendant le vol. En soi, l'ordinateur de bord seul est un chef-d'œuvre de conception. Bruce Murray cornered me outside the conference room and made a remark that I'll never forget. He said, "I never knew that we could build things like that at JPL." He was just overtaken by the complexity and the ingenuity that the Voyager spacecraft had. Durant leur assemblage et les tests, pas moins de 3500 rapports d'erreurs seront rédigés par les équipes du JPL. Et ce travail de titan va payer. Voyager 1 atteint Jupiter en 1979, suivi de près par Voyager 2. Les images qu'elle renvoie sont époustouflantes. Les tempêtes violentes de la Grande Tache Rouge, les volcans actifs de Io et les vastes océans glacés d'Europe. No one could have imagined Io. I was very surprised by one of these post-encounter frames. I sensed that I was seeing something that no human being had ever seen before. It was the stuff of dreams. Puis c'est au tour de Saturne en 1980 et 81. Voyager révèle des détails sans précédent sur ses anneaux. Des divisions et des structures complexes causées par l'interaction gravitationnelle avec ses lunes. These spacecraft are millions and millions of miles away, okay? Sure, they're going to send back pictures. But wouldn't it be great if the public could ride along, could sort of be peering over the Hawking antenna, looking at the planets and moons coming up? That would make people feel a part of the mission. That would be a way to engage the public. There's a famous quote from one of Blynn's old mentors. There are a dozen leaders right now in computer animation, and Jim Blinn is 6 of them. Blinn developed these very sophisticated computer algorithms, which were at the time extremely cutting edge. All of a sudden, they started getting this tremendous feedback about these fantastic animations that let you actually see what the spacecraft is doing as it zooms in towards these planets and their moons. So these computer animations were a great hit and actually contributed to this tremendous public response to the Voyager encounters. Pretty soon you have these people from Hollywood coming up to JPL to get demos of this new animation software that Blinn had developed. And then they go back and say, we can incorporate this into our movies. Over time, computer animation makes greater and greater inroads into Hollywood. And of course now, anytime you step into a movie theater, you're going to be bombarded with these CGI effects, computer-generated images, which trace back to what Jim Blinn was doing here at JPL in the 1970s for Voyager. Alors que Voyager 1 poursuit sa route hors du système solaire, Voyager 2 continue son périple vers des mondes encore inexplorés. En 1986, elle survole Uranus, découvrant ses anneaux sombres et des lunes gelées marquées par des processus géologiques inattendus. 3 ans plus tard, en 1989, c'est Neptune qui dévoile ses mystères. Des vents soufflant à plus de 2000 km/h et une lune, Triton, dotée de geysers de glace. En plus de marquer le public par des images époustouflantes, la mission est rendue célèbre par l'aspect symbolique. Les 2 sondes emportent toutes les 2 le Golden Record, un disque d'or gravé contenant des sons, des images et des messages destinés à d'hypothétiques civilisations extraterrestres. I think we were all just overwhelmed with the experience that had been. And this, for everybody, I think, on the Voyager team, been the journey of a lifetime. There was no doubt that the wealth of discovery from this mission had never been matched by any other mission. Voyager discovered
the diversity of the solar system, which really told us that the solar system is alive. The objects in the solar system have evolved and are continuing to evolve. And I think for a science team, that was a unique experience, which will be the highlight for many of the careers of the Voyager scientists. For some of the people on the project who had been there for all 4 encounters and really had their whole life revolve around these core encounters. They had their children in between encounters, and you could watch your family grow by the different years. Épreuve que les équipes ont fait un très bon boulot de conception et de fiabilité, les sondes Voyager sont toujours actives aujourd'hui, près de 50 ans après leur lancement et plus de 20 milliards de kilomètres parcourus pour chacune. Elles poursuivent désormais leur voyage à la limite extérieure du système solaire. A machine designed, built, and operated right here at JPL has broken free of the sun's gravity, explored most of the worlds of the solar system, and is now on its way to the great dark ocean of interstellar space. The men and women responsible are gathered here. They are heroes of human accomplishment. Their deeds will be remembered in the history books. Mais revenons un peu en arrière. Au début des années 1980, le JPL traverse une période difficile avec un budget très limité. Il se diversifie alors pour étudier notre propre planète. En 1982, Murray laisse sa place à la tête du JPL au profit de Lou Allen, un ancien général de l'Air Force, diplômé de West Point et expert en armement nucléaire. Sous son règne, le JPL passe d'une agence désirant repousser les frontières et financer ses projets par de grandes campagnes de lobbying auprès du grand public, à une agence discrète, communiquant moins en dehors des sphères politiques et surtout menée à la manière militaire. Cela coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan et sa volonté de créer un programme spatial militaire connu par le grand public sous le nom de Star Wars. Le JPL se tourne alors de plus en plus vers des projets de défense. L'un des développements les plus marquants de cette époque est l'All Source Analysis System, un outil de gestion du champ de bataille pour l'armée américaine. Une crise d'identité frappe alors le centre, avec des scientifiques et ingénieurs ne voulant plus que les projets se concentrent sur le travail militaire, le gouvernement Reagan qui veut les pousser dans le sens inverse, le tout aggravé par le fait que depuis toujours, le JPL est à la fois tenu par la NASA et l'université Caltech, tout en étant un contractant de l'armée. Dans ce conflit, Lou Allen a la volonté de mettre l'accent sur le développement technologique, en profitant justement des projets de l'armée. En 1988, il estime que la moitié du développement technologique du JPL est financé par les militaires. Il espère qu'ainsi, les missions spatiales scientifiques futures bénéficieront de ces avancées technologiques. Malgré tout cela, le centre parvient à financer des missions ambitieuses. Prévue pour explorer Jupiter en détail, la sonde Galileo est victime des retards dus à l'accident de la navette spatiale Challenger en 1986. Malgré ça, la mission est finalement relancée en 1989. Galileo apporte un regard plus approfondi sur Jupiter et ses lunes, confirmant l'existence d'un océan sous la surface glacée d'Europe et qui pourrait potentiellement abriter la vie. We found a region where it looked like pieces had broken off like an iceberg and drifts in a watery body and twists. People who study the Arctic recognize some of these floating patterns as clearly an area where the underneath was liquid. Lancée par la navette Atlantis dans le cadre de la mission STS-30, la sonde Magellan entre en orbite autour de Vénus en 1990. Son radar innovant permet de cartographier 95% de la surface de Vénus à travers son atmosphère épaisse et nuageuse, avec une résolution de seulement 150 mètres, une avancée technologique majeure pour l'époque. When you think about the spacecraft itself, it might be tempting to think of the pieces of metal that are its constituent parts. But for me, the ideas that it has given us will remain, and follow-up ideas, what we want to do now that we know so much from the mission, will be its legacy. So for me, the mission is much more than
steel and titanium. « 1990 marque également le changement de directeur au JPL et une nouvelle politique, le Faster, Better, Cheaper. À la fin de l'année, Lou Allen prend sa retraite et Ed Stone, un professeur de Caltech, prend sa place à la tête du JPL. À la NASA, Dan Goldin est désormais l'administrateur et face aux énormes restrictions de budget, il propose de faire des sondes plus rapidement, moins chères et meilleures, une politique très particulière et un peu contradictoire qui va mener au programme Discovery, un ensemble de programmes d'exploration robotique dans le système solaire, que ce soit vers Mars, des comètes ou des astéroïdes. You will not build very many spacecraft that look like this. You got to erase that from your mind. The Mars Surveyor was supposed to be faster, better, cheaper. There is no excuse for all this paper in that package. Cela mènera à de grandes réussites, comme Mars Pathfinder ou la sonde Stardust, mais aussi à des échecs retentissants, comme Mars Climate Orbiter et Mars Polar Lander, à seulement 1 mois d'intervalle. Ed Stone prend sa retraite en 2001, remplacé par Charles Elachi, qui va diriger le JPL jusqu'en 2016. Sous son règne, le JPL va devenir une véritable ferme à succès. Des rovers sur Mars, l'exploration de comètes et d'astéroïdes, de la Lune, et même un hélicoptère sur Mars. En 2016, Michael Watkins prendra sa relève et continuera la même politique, avant d'être remplacé en 2022 par Laurie Leshin, première femme à la tête du centre et toujours en place aujourd'hui. Ces 3 directeurs du JPL, qui avaient tous auparavant travaillé en tant que scientifiques et ingénieurs sur des missions spatiales, ont contribué à stabiliser la politique spatiale du centre, en plus de le faire rayonner par des missions ambitieuses et plus que réussies. En 2016, le JPL adopte son slogan officiel « There are mighty things », oser de grandes choses. Lors d'un discours en 1899, Strenuous Life, le président américain Theodore Roosevelt encourageait à ne pas se contenter de petites ambitions, mais à viser plus haut, à prendre des risques et à se lancer des défis audacieux. Cette idée de repousser les limites et d'oser l'inconnu s'est parfaitement alignée avec l'esprit du JPL, un centre de recherche qui a toujours cherché à défier l'impossible. Le slogan symbolise bien plus qu'une simple phrase inspirante. Il représente la philosophie de l'agence, aller là où aucun humain n'est encore allé, chercher des réponses aux questions les plus profondes et faire face à des défis techniques jamais relevés auparavant. Il reflète l'audace des missions spatiales, souvent périlleuses et toujours visionnaires, que le JPL a orchestrées depuis sa création. En un sens, There are mighty things est devenu une sorte de mantra pour le JPL, motivant les équipes à penser grand, à repousser les frontières de la science et à s'engager dans des missions qui semblent impossibles au départ. Aujourd'hui, le JPL est lui-même mighty, au point d'être entré dans la culture populaire, rendu célèbre par The Big Bang Theory, qui suit des étudiants de Caltech, et Howard Wolowitz, qui participe au pilotage de rovers martiens, ou encore Seul sur Mars, où le JPL joue un rôle crucial dans l'intrigue. Le futur est encore incertain pour le JPL. Les financements manquent, mais la volonté d'aller toujours plus loin perdure. La mission Europa Clipper, lancée en 2024, explorera en détail la lune glacée de Jupiter, où un océan souterrain pourrait abriter la vie. Psyche, lancée en 2023, est une mission qui se concentre sur l'exploration de l'astéroïde métallique du même nom, 16 Psyche. Dans un avenir proche, si le budget le permet, Dragonfly, un drone révolutionnaire, s'envolera vers Titan, la mystérieuse lune de Saturne. Contrairement à un rover, Dragonfly pourra voler d'un endroit à un autre sur Titan, explorant les lacs de méthane et étudiant les possibilités de vie dans cet environnement unique et complexe. Dans le même genre, la mission Veritas, qui pourrait être lancée dans les années 2030, se concentrera sur l'étude de notre planète voisine, Vénus, pour comprendre le processus géologique qui ont façonné son paysage, en recherchant notamment des indices sur une activité volcanique possible
ou des signes d'une tectonique des plaques. Concernant Mars, le JPL a un rôle crucial à jouer dans le projet Mars Sample Return, une mission visant à ramener des échantillons de la planète rouge sur Terre, afin de répondre aux questions existentielles sur la possibilité de vie martienne passée. L'assemblage de ces missions est visible en direct sur la chaîne YouTube du JPL, qui diffuse régulièrement des images en direct de la salle blanche pendant la construction des sondes et rovers. En ce qui concerne la Suicide Squad, ses membres survivants verront s'accomplir des merveilles sur les terres où ils ont fait leurs premières expérimentations. Réhabilités quelques années après la folie du McCarthyisme, certains se retrouveront, rencontreront des cosmonautes et des astronautes, et leurs histoires ressortiront, faisant officiellement d'eux des piliers de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, à Pasadena, à quelques mètres du bâtiment principal du Jet Propulsion Laboratory, une plaque et un parterre de galets marquent l'emplacement de leur premier essai réussi de propulseur liquide. Il est clair que pour encore longtemps, les esprits brillants du monde entier qui errent sur l'Arroyo Seco continueront l'œuvre de von Karman, Malina, Parsons, Foreman, Martin Summerfield, Haley, Weinbaum, Schwesen, Schott et Smith, dans le but de repousser toujours plus loin les défis posés par la quête de connaissances.